Célia Fleury est attachée de conservation au Musée du Nord et depuis 2007, elle est rattachée à un programme qui fédère plusieurs musées du Nord dans une association des conservateurs des musées des Hauts-de-France qui travaillent notamment sur un projet qui essaye d'identifier et recenser les œuvres disparues dans cette région. Et nous avons eu l'opportunité de la connaître lors de sa période de recherche passée à l'INHA en tant que chercheuse invitée. Et cela a créé une sorte de passerelle entre le programme Rothschild et le programme qui avait été pris en charge par son association. Elle va donc nous présenter aujourd'hui quelques aspects et quelques résultats de ses recherches à ce sujet. Merci Laura, bonjour à tous. Effectivement, je remercie encore les organisateurs, l'INHA qui donc nous a permis de faire des recherches inédites dans les fonds parisiens sur cette question des œuvres disparues dans les musées des Hauts-de-France. Donc c'est des recherches qui ont été réalisées en 2017 et 2018, donc 4 mois, ce qui est à la fois long et très court, vu la masse archivistique, documentaire, photographique à laquelle on a été confronté. Donc c'est un petit peu le résultat de cette confrontation que je souhaite partager avec vous ce matin, avec un prisme spécifique qui donc sont les dons Rothschild disparus, qui est un corpus un peu étonnant, vous allez voir. Et donc je remercie évidemment Pauline Prévost-Marcilassi et Laura de m'avoir fourni il y a quelques semaines, en fait, la liste, on va dire, actuelle, peut-être probablement pas définitif, des dons majoritairement donc d'Alphonse de Rothschild. Là, je sais pas, je vous propose un tirage argentique conservé au musée municipal du Touquet. Je ne sais pas s'il est connu. Donc, une photographie du grand mécène et donateur. Pour vous donner quelques éléments d'information sur ce corpus en cours de définition et de constitution, nous sommes arrivés à un total de 144 dons Rothschild disparus dans les musées des Hauts-de-France. Et vous voyez la différence entre, évidemment, la liste accumulée par Pauline Prévost-Marcilassi durant toutes ces années de recherche et aujourd'hui le nombre de notices qui existent sur Musenor. Donc Musenor étant la base, le portail en fait des collections des musées des Hauts-de-France et le site internet de l'association des conservateurs de cette même région. Et les notices qu'il y a sur Musenor, donc aujourd'hui en face cachée, hein, donc n'essayez pas d'aller les voir tout de suite là sur internet, elles seront visibles en ligne dans les prochaines semaines et dans les prochains mois suite au travail documentaire en question. Mais vous voyez que la différence, on avait déjà pointé ces éléments-là avec Laura en 2017. Nous sommes à 144 dons Rothschild disparus pour Pauline Prévost-Marcilassi et 30 notices aujourd'hui dans Musenor, donc issues des bases des logiciels d'inventaire des musées, donc on va dire des œuvres qui au moins ont été récollées et bénéficient aujourd'hui d'une notice d'inventaire. Donc voilà, juste pour vous dire que les collègues travaillent d'arrache-pied à ces questions. Aussi, un chiffre intéressant par rapport au travail de Pauline Prévost-Marcilassi, c'est que le Nord-Pas-de-Calais, donc aujourd'hui une partie de la région Hauts-de-France, hein, je rappelle la section fédérée Hauts-de-France de l'Association des conservateurs est le résultat des deux ex-sections fédérées Nord-Pas-de-Calais et Picardie il y a maintenant 1 an et demi. 18 musées en Nord-Pas-de-Calais ont bénéficié en fait des dons d'Alphonse de Rothschild, donc en fait à partir des années 1886 jusqu'à 1913, donc jusqu'avant la déclaration de la Première Guerre mondiale. Et selon Pauline Prévost-Marcilassi, nous sommes sur 153 peintures, 65 sculptures, 109 médailles, 52 aquarelles et pastels et 55 gravures. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on les confronte avec la liste des dons disparus, en enlevant en fait celle de l'ex-région Picardie, donc Péronne notamment, on est donc à 63 peintures disparues, donc soit 40% en fait des dons d'Alphonse de Rothschild
à la région Nord-Pas-de-Calais, 32 sculptures, donc soit quasiment la moitié en fait des dons, juste pour voilà, vous donner une idée de la masse de ces dons disparus. Là aussi, grâce au travail de Pauline Prévost-Marcillaci, quelques artistes contemporains très largement privilégiés par le mécénat d'Alphonse de Rothschild durant ces années, donc que nous retrouvons évidemment dans tous les musées de province et notamment dans les musées des Hauts-de-France. Et là, pour vous donner des bases de comparaison, Eugène Claude, qui a bénéficié de 13 achats d'Alphonse de Rothschild, donc envoyés à l'échelle nationale, 3 sont disparus dans les Hauts-de-France, 9 achats dont a bénéficié Gustave, le sénéchal de Quai-Dré-Auré, dont je vous montre ici 2 gravures d'interprétation, puisque c'est des tableaux qui avaient été exposés au salon officiel. 9 achats et dont 3 disparus dans la région Hauts-de-France. Pareil, Edmond Yon, qui a bénéficié de 22 achats, dont 3 disparus en région Hauts-de-France. Donc voilà, juste pour vous donner une idée de la masse d'œuvres sur laquelle nous travaillons. Là, pareil, un autre élément qualitatif pour être en lien avec la communication précédente, en 1892, donc qui est l'année où Alphonse de Rothschild donne le nombre d'œuvres le plus important, donc c'est 120 œuvres achetées pour 50 musées, donc réparties encore une fois à l'échelle nationale. Sur ces 120 œuvres, 30 disparus dans la région des Hauts-de-France. Et Pauline Prévost-Marcillaci fait une comparaison avec les envois de l'État, donc les achats au salon officiel envoyés ou déposés par l'État et les institutions nationales au musée de province. On est à peu près sur la même quantité, juste là aussi pour requalifier l'importance en fait du mécénat d'Alphonse de Rothschild pour les musées de province. Nous en venons au contexte de disparition de ces dons, comme le contexte de disparition de la majeure partie aujourd'hui des œuvres disparues dans ces musées. C'est évidemment le premier conflit mondial. Ce n'est pas le seul. Par exemple, pour le musée des Beaux-Arts de Calais, donc actuellement les collections sont à la Cité de la Dentelle, c'est le deuxième conflit mondial qui voit la plus importante disparition. Mais pour les autres musées concernés, c'est donc le premier conflit mondial. Donc je vous propose de revenir en fait sur ce contexte et comment les œuvres sont disparues, ont été volées ou spoliées et quelles sources aujourd'hui sont à notre disposition pour les documenter. Ici, vous avez les sources actuellement dans les musées qui sont au mieux des photos d'intérieur prises par des photographes locaux, donc ici Augustin Boutique au musée de la Chartreuse de Douai avant 1914 et qui nous permettent, j'allais dire de manière un peu hasardeuse, de reconnaître 2 œuvres données par Alphonse de Rothschild, donc une œuvre d'Armand Berton Brumaire qui date de 1887, qui est l'un des premiers dons d'Alphonse de Rothschild pour l'inauguration du musée de la Chartreuse à Douai en cette même année, et une deuxième œuvre, le premier baiser d'Eugène Bulan, qui date de 1890 et qui est aussi parfaitement visible en fait sur ces photos d'intérieur. Vous verrez, nous allons reparler plusieurs fois de cette œuvre d'Eugène Bulan qui probablement aujourd'hui est sur le marché de l'art, enfin pourrait réémerger à un moment dans les années futures. D'autres documents que les musées possèdent et qui sont susceptibles de nourrir en fait leur dossier d'œuvre, ce sont évidemment des tirages anciens. Donc ici l'exemple de l'œuvre d'Édouard Gélé chez le juge d'instruction qui était conservé au musée des Beaux-Arts d'Arras et qui a été exposé en 1900 lors de l'exposition universelle et donc qui est largement documenté par le catalogue de cette même exposition. Une petite carte
pour vous rappeler en fait la situation de l'actuelle région Hauts-de-France en 1914 et durant l'ensemble de la Grande Guerre. Donc la région est coupée puisque le front passe en plein milieu, puisque le front en fait passe de d'Ypres à la Somme. Et toute la partie est donc des départements du Nord, Pas-de-Calais, Somme et de l'Aisne sont sous occupation allemande. Évidemment, dans un contexte de propagande avérée nationale durant la Grande Guerre, l'ensemble des œuvres qui disparaissent du côté de l'ennemi sont réputées durant la Grande Guerre comme ayant été volées par les Allemands, et c'est le cas ici d'une première liste de recensement du service du lieutenant Sabaté, qui est en charge de l'évacuation des œuvres d'art du côté allié et donc sur le front Or, qui est conservé aux Archives nationales et qui mentionne effectivement l'ensemble des œuvres aujourd'hui disparues, mais qui, pour lui, auraient été spoliées par l'ennemi. Et nous retrouvons un don Rothschild dans cette liste, qui est une sculpture en bronze d'Henriette Latry. Autre élément de cette propagande nationale, c'est au moment où les armées alliées, donc je le rappelle en 1918, ce sont des armées anglo-saxonnes qui libèrent la zone d'occupation dans le nord. Évidemment, la découverte, notamment du musée de Douai, laissé pendant quelques jours zone d'interruption entre l'occupant allemand et l'arrivée des forces alliées, donc laissé, on va dire, à quasi-abandon. Et là, vous avez des photos qui paraissent dans la presse de l'époque, qui sont prises par des opérateurs officiels, donc qui accompagnent le lieutenant Sabaté, qui suit en fait l'armée britannique pour découvrir au fur et à mesure de la reconquête de ces territoires occupés les dépôts laissés par l'occupant. Pour mémoire, et nous avons affiné cette liste dépôts grâce au dépouillement des archives à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine durant ce séjour, sont au nombre en fait de 4. Donc les dépôts de Bruxelles, Valenciennes, Fourmies qui était assez mal connu, et le dépôt de Maubeuge. Quelques photos un peu plus connues, ici avec les exemplaires des plaques de verre particulièrement bien conservées à l'ECPAD, donc des réserves organisées par l'occupant au musée des Beaux-Arts de Valenciennes dans les caves pour accueillir en fait les œuvres des musées de Lille, Douai et La Fère. Ici aussi des tirages anciens, donc de photographies prises par ces opérateurs à l'arrivée des équipes à Bruxelles, qui découvrent en fait des milliers d'œuvres d'art stockées, donc qui proviennent des régions anciennement occupées. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est donc un inventaire manuscrit retrouvé aussi à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, qui concerne le musée des Beaux-Arts de Cambrai, donc qui a été rédigé par des conservateurs bruxellois et qui inventorie de manière très précise l'ensemble des œuvres, donc transférées de Cambrai, Valenciennes à Bruxelles par l'occupant. Et à ma grande surprise, quand j'ai refeuilleté en fait ce document, deux dons Rothschild, donc bien connus, c'est-à-dire que les conservateurs bruxellois savent que ces deux œuvres ont cette provenance prestigieuse, et ces deux œuvres aujourd'hui ont été préservées et donc sont conservées au musée. Donc je vous ai mis l'exemple de la notice Muse-Nord pour le paysage d'Antoine Chintreuil. Étrangement, finalement, le Kunstschutz allemand, donc ce service de préservation des œuvres d'art pendant la Première Guerre mondiale, a permis la préservation d'un certain nombre de dons Rothschild. Là, vous avez l'exemple de 4 œuvres conservées aujourd'hui au musée de Douai, Valenciennes et Lille, donc qui montrent que le Kunstschutz a été relativement efficace pour la préservation d'une partie de ces dons.
Nous passons de l'autre côté du front avec donc le service du lieutenant Sabaté. Les Alliés et donc le gouvernement français mettent un peu plus de temps que les Allemands à organiser en fait de manière professionnelle cette évacuation d'œuvres d'art, et elle se met de manière, j'allais dire, organisée en place seulement durant l'année 1916, après le bombardement d'Arras et après la destruction d'une bonne partie des collections conservées dans le palais Saint-Va. Ce qui veut dire qu'avant 1916, les évacuations ont été faites au coup par coup, à la demande des maires. Et vous voyez, pour les musées qui intéressent les dons Rothschild disparus, dont le musée de Bergue, ces collections ont été évacuées dans des établissements nationaux, c'est-à-dire à Châteaudun. Après 1916, les dépôts restent en fait dans la région Hauts-de-France et sont situés à Arras-Abbeville, et au château de Martinville, et sont entièrement gérés par ce nouveau service interministériel qui est le service des monuments et œuvres d'art de la zone des armées, donc je le répète, dirigé pour le front nord par le lieutenant Sabaté. L'ensemble de la production d'archives de ce service est aujourd'hui dispersée entre les archives nationales et la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, donc sur son site de Charenton-le-Pont. Pour vous donner un peu une idée du contexte d'évacuation, donc ce service a évacué environ 10 000 objets sur le front nord durant ces 3 années, donc 1916, 1917, 1918. Nous savons qu'il y a des objets qui ont été perdus durant l'évacuation, qui ne sont jamais revenus en fait à leur musée d'origine. Nous avons trouvé en fait des listes au Panthéon et à Arras d'objets qui, après 1918, ont perdu leur provenance. Donc là aussi, tout un travail à faire de reconstitution en fait, de ces listes dactylographiées. Et ici, l'exemple de l'évacuation suite au bombardement, j'allais dire non prévu, de la ville de Boulogne-sur-Mer et de son musée, donc de la grande galerie du musée de Boulogne-sur-Mer, évacuée par donc, le service du lieutenant Sabaté, et un exemple précis de liste dactylographiée réalisée par ce service qui, précisément, a des informations sur une autre très grosse collection privée entrée à Boulogne-sur-Mer par Legge en 1916, donc en pleine guerre, qui est la collection de Charles Lobau. Donc si la collection de Charles Lobau est particulièrement bien documentée durant cette évacuation, donc là vous aviez les listes, là vous avez des photos, donc aujourd'hui plaques de verre conservées à l'ECPAD, il existe des tirages anciens et à la BDIC et à la MAP, des photos notamment des paysages de coraux provenant de ces collections Lobau. Ici, l'exemple d'un document aussi très important qui pourrait être exploité dans le cadre de ces recherches, c'est les procès-verbaux de restitution. Et vous le voyez en haut à gauche, les fameux paysages de coraux de la collection Lobau, évidemment, ont été restitués en avril 1920 au musée de Boulogne-sur-Mer. Vous allez me dire, et donc pour les dons d'Alphonse de Rothschild, eh bien aujourd'hui, à notre connaissance, les 3 peintures, 3 sculptures et la gravure données par Alphonse de Rothschild, actuellement disparues, effectivement ne font pas partie des objets évacués et donc sont probablement effectivement détruits, enfin ont probablement été détruits au moment du bombardement de cette galerie. Donc aujourd'hui, aucune illustration n'a pu être trouvée pour les peintures disparues. Pareil pour les sculptures. Juste un petit clin d'œil à l'intervention précédente. Effectivement, Jean Ringel d'Ilzac est aussi représenté donc à Boulogne-sur-Mer dans ses dons disparus, notamment par un cadre de 12 médaillons. Et donc, je me suis demandé si c'était une œuvre similaire ou non à celle envoyée par Alphonse de Rothschild à Tourcoing, ou si effectivement le cadre contenait d'autres médailles. Donc là aussi, élément à creuser. Pour vous donner une idée de la masse, cette fois-ci de reproduction d'œuvres d'art produites par le service et qu'il serait possible d'exploiter, donc 1 millier
2 plaques de verre sont aujourd'hui conservées à l'ECPAD et ont été prises par ces opérateurs donc polyvalents, puisque ces opérateurs photographiques n'étaient pas des spécialistes de la reproduction d'œuvres d'art. Ils passaient du temps avec le lieutenant Sabaté et quelques jours plus tard, ils étaient au front en train de photographier des tranchées. Donc, quand vous regardez les séries à l'ECPAD, on a vraiment une idée très précise de leur mission très élargie. Donc, malheureusement, ces reproductions d'œuvres d'art aujourd'hui évacuées ne bénéficient pas de légendes suffisamment précises pour établir des correspondances pointues avec des œuvres existantes ou disparues après la Première Guerre mondiale. On en vient du coup à ces sources documentaires qui nous permettraient d'illustrer de manière beaucoup plus précise ces dons Rothschild disparus. Beaucoup d'agences photographiques ont envoyé des opérateurs avant la Grande Guerre dans les musées de province et aujourd'hui ces fonds sont conservés à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, donc notamment les fonds Bulot, Braun et Moreau-Nélaton, ce dernier ayant particulièrement couvert l'exposition universelle de 1900, et aussi, pourquoi pas, le fonds Rogier-Violet de la ville de Paris, qui, à ma connaissance, possède une quantité énorme en fait de reproductions d'œuvres au salon officiel. Ici, une recherche tout à fait récente, donc vous bénéficiez des recherches des derniers jours, une œuvre de Georges Dilly, donc dont Alphonse de Rothschild disparu au musée de la Chartreuse de Douai, qui a bénéficié d'une carte postale ancienne et finalement ces 2 exemplaires de carte postale aujourd'hui sont les illustrations les plus précises de l'œuvre disparue. Ici, d'autres exemples de gravures d'interprétation, donc issues des catalogues illustrés du salon, qui permettent aussi de constituer des traces autour de ces objets. Là, je vous ai fait un petit musée imaginaire des dons Rothschild, provenant à la fois des musées de Calais, Bergue, Douai et Valenciennes. Comme le montre Pauline Prévost-Marcilassi, la politique de donation d'Alphonse de Rothschild était d'envoyer en fait des œuvres issues d'artistes, on va dire provinciaux ou régionaux, non pas dans leur province d'origine, mais j'allais dire à l'échelle nationale. Une œuvre, il me semble, fait exception, c'est l'œuvre de Sauzet qui représente en fait la douane à Gravelines, donc qui est vraiment une illustration, on va dire, pittoresque de la région, et qui était conservée au musée de Bergue. Là aussi, d'autres exemples de gravures d'interprétation. Pour les œuvres dont on connaissait les dimensions, je vous les ai indiquées, parce que là aussi, ça serait une piste à creuser, mais ça paraît logique. Ces œuvres, ces peintures disparues étaient majoritairement des relativement grands formats, donc évidemment difficiles à évacuer ou à protéger. Ma question de fond, donc là aussi, qui mériterait un travail de recherche transversal, c'est dans quelle mesure ces gravures d'interprétation peuvent constituer en fait des preuves irréfutables de l'image de ces œuvres disparues, notamment dans le cas de figure où ces dons disparus réapparaîtraient sur le marché de l'art. Puisque ce qu'il s'est passé à Douai, notre collègue Anne Labourdette a retrouvé 3 objets en une décennie, donc un objet sur le marché de l'art qui est un tableau de Jules Breton, 2 objets en collection publique, un aux États-Unis et un en Allemagne. Donc ces objets disparus durant ces jours de flottement à Douai ne sont pas tous détruits et peuvent effectivement réémerger ou réémergent déjà dans le cadre de récollement de collections publiques. Donc là, pour étayer et pour travailler cette question, je vous ai mis en regard les gravures d'interprétation du catalogue illustré du Salon avec les photographies d'intérieur d'Augustin Boutique pour les 2 œuvres dont on parlait tout à l'heure. D'autres
dont Rothschild disparu, qui appartiennent cette fois-ci à des productions en série, évidemment des gravures, donc toute une série de gravures données au musée de Berg, dont on trouve évidemment des exemplaires dans d'autres collections publiques, donc ici les exemplaires de la bibliothèque municipale de Limoges, et qui illustrent en fait un aspect assez bien détaillé par Pauline Prévost-Marcillaci, c'est le goût d'Alphonse de Rothschild et de Léon Gaucher, dit Paul Leroy, pour la peinture anglo-saxonne, anglaise avec Reynolds, mais aussi américaine, et donc l'intérêt pour des gravures illustrant ces artistes et envoyées donc à plusieurs musées de province. Ici, un élément aussi qui devrait être creusé, c'est que ces mêmes séries de gravures ont été envoyées donc à plusieurs musées de province et à plusieurs musées d'une même région. Et nous avons le cas ici de gravures qui sont disparues à Douai, mais qui ont aussi été envoyées au musée d'Abbeville, et donc qui montrent que le travail sur ces multiples mériterait aussi encore plus de finesse en matière de comparaison des collections disparues. Autre série de multiples, évidemment les sculptures. Ici, des exemplaires réduits de la fameuse sculpture de François Villon par Jean Etcheto, qui ornait le Square Mont jusqu'en 1942, dont plusieurs exemplaires réduits existent actuellement sur le marché de l'art, et dont un a disparu au moment probablement du bombardement du palais Saint-Va à Arras. Ce qui est intéressant, c'est que le marbre du sculpteur a lui aussi disparu au musée Saint-Quentin. Donc là aussi, on voit comment finalement ce corpus d'œuvres disparues est un reflet en creux d'une politique de donation beaucoup plus structurée et beaucoup plus large. Autre série disparue donc en lien avec la communication précédente, c'est évidemment donc les cadres de médailles et les médailles de Victor Peter. Donc ici quelques exemplaires illustrés grâce à ceux du musée d'Orsay. Antonin Mercier, les biches à la tête droite et les antilopes pardon à la tête droite et à la tête levée, et l'idylle ou l'âge heureux du même sculpteur. Enfin, pour conclure, le résultat de ces recherches et le résultat des recherches à venir sur ce corpus, c'est évidemment une documentation la plus précise possible de l'ensemble de ces dons disparus, permettant une authentification la plus précise possible à des œuvres pouvant réémerger. Et ici, l'exemple de deux œuvres, donc celle de Bulan déjà évoquée, qui était en vente publique à Francfort en 1944, donc ce qui atteste que l'œuvre a bien été emmenée ou spoliée ou pillée par un soldat allemand ou par un Allemand qui s'est retrouvé donc en Allemagne durant l'entre-deux-guerres et qui a réémergé en vente publique en 1944. Là, j'insiste sur le fait que le Provenance Index, donc le programme du Getty, a fait un énorme travail de saisie en fait de l'ensemble des catalogues de vente des ventes publiques allemandes durant l'entre-deux-guerres, qui permet aujourd'hui ce travail et cette précision. Et enfin, une œuvre qui était conservée donc à Péronne, une œuvre de Léon Audebert, La nymphe de l'étang, qui est réapparue en vente publique à Lille, donc là de manière beaucoup plus récente, en 1910, et qui est probablement, à travailler bien sûr, l'exemplaire qui était présent pendant la Grande Guerre au musée de Péronne. Je vous remercie pour votre attention.